Bonjour et bienvenue dans ce cours de physique 4, optique géométrique. Je me présente d'abord, je m'appelle le professeur Khalid Bouslekhan, je suis responsable de ce cours en deuxième semestre S2. Donc on va se voir durant cette période-là pour vous donner un peu le maximum sur l'optique géométrique, que ce soit des vidéos, des exercices, des TT avec vidéo bien sûr aussi, des supports PDF courts sous forme de chapitres. À chaque fois, vous aurez un chapitre sous forme de PDF que vous pouvez télécharger. Et enfin, bon, j'espère que vous allez réussir votre module physique 4. Alors, tout d'abord, bon, un petit aperçu ce que vous allez voir dans ce cours-là. Dans la première partie, on va voir ce qu'on appelle enfin, les lois et principes de l'optique géométrique. Ensuite, on va voir les miroirs, les dioptres, les systèmes optiques, tout ça, ce sont, et les lentilles minces. D'accord? Alors, pour une petite introduction ou définition, l'optique, ben, c'est la branche de la physique qui traite l'ensemble des phénomènes lumineux détectables par des récepteurs, c'est-à-dire les phénomènes lumineux liés à la lumière qui sont détectés par ce qu'on appelle des récepteurs. Alors, dans l'optique, ça c'est l'optique en général, ben, il y a deux parties d'optique. Il y a ce qu'on appelle l'optique géométrique qui fait l'objet de ce module-là. Dans cette branche-là, on assimile ou on considère que la lumière, on considère la lumière sous forme de rayons lumineux qui se propagent en ligne droite. C'est-à-dire que les rayons lumineux ou bien la lumière, ce sont des rayons lumineux qui se propagent en ligne droite. L'autre branche de l'optique, c'est ce qu'on appelle l'optique physique. Dans ce cas-là, les phénomènes physiques s'expliquent en considérant que la lumière se propage sous forme d'ondes électromagnétiques. D'accord? Donc, il y a l'optique géométrique qui considère que la lumière, c'est sous forme d'un rayon lumineux qui se propage en ligne droite. Et l'optique physique, c'est la branche de l'optique qui traite que les phénomènes physiques s'expliquent en considérant que la lumière se propage par des ondes électromagnétiques. Donc, nous, on va s'intéresser tout simplement à l'optique géométrique qui considère que la lumière sous forme de rayons lumineux qui se propagent en ligne droite. Nature de la lumière. C'est quoi la nature de la lumière? Alors, deux théories ont été élaborées au début du XVIIe siècle pour expliquer la nature de la lumière et interpréter ces phénomènes. La première théorie établie par Newton, c'est la théorie corpusculaire. Dans cette théorie, elle considère que la lumière est un flux de particules, c'est un ensemble de particules. Ces particules, ce sont des photons d'énergie h nu qui se déplacent instantanément, c'est-à-dire à chaque instant à très grande vitesse. C'est la vitesse de la lumière dans le vide. L'autre théorie, établie par Huygens et Fresnel, dans cette théorie, la lumière, c'est un phénomène vibratoire, c'est-à-dire que la lumière se propage par des ondes, par ondes. Entre ces deux théories, et en 1924, Louis de Broglie vient de concilier les deux théories en regroupant ces deux théories et il prédit que à toute particule en mouvement, on associe une onde. D'accord? Alors, ensuite, les sources lumineuses. Là aussi, il y a deux types de sources. D'abord, les sources lumineuses, ce sont des corps lumineux qui émettent le rayonnement, qui émettent le rayon lumineux. Deux sources, il y a ce qu'on appelle les sources naturelles, comme les étoiles, le soleil, etc. Et les sources artificielles, comme les lampes spectrales, les bougies, les lasers, etc.
On distingue aussi ce qu'on appelle les sources monochromatiques. C'est quoi les sources monochromatiques? Ce sont des sources lumineuses qui émettent une seule radiation, comme par exemple le laser, et les sources polychromatiques. Ces sources polychromatiques, elles émettent une série de radiations, exemple la lumière blanche. Alors, vous savez que la lumière blanche peut être analysée en lumière simple, c'est-à-dire la lumière blanche, c'est polychromatique. Il peut être analysé sous forme de sources monochromatiques à l'aide de ce qu'on appelle un disperseur, comme par exemple le prisme, que vous connaissez déjà et qu'on va voir ensuite par la suite. Alors, vous avez la source lumière blanche et vous avez un disperseur qui est le prisme. À la sortie du prisme, vous aurez différentes radiations, plusieurs radiations, et chaque radiation elle est caractérisée par sa longueur d'onde, lambda. Alors là, on va définir ce qu'on appelle l'indice de réfraction. L'indice absolu, ou l'indice de réfraction, d'un milieu par rapport au vide, ce n'est autre que le rapport suivant. L'indice absolu ou l'indice de réfraction n est égal à c sur v. Avec c, c'est la vitesse de propagation de la lumière dans le vide, et v, c'est la vitesse de propagation de la lumière dans le milieu considéré. Alors, on sait, vous savez que c il est supérieur ou égal à v, donc par conséquent, l'indice de réfraction il est supérieur ou égal à 1. Dans le tableau suivant, je vous donne quelques milieux, enfin quelques indices, ou les indices de quelques milieux, comme par exemple l'air, le vide, l'eau, verre et diamant. Alors, plus l'indice de réfraction, l'indice absolu augmente, est grand, plus le milieu, on le dit, plus réfringent. On va voir ce que c'est que réfringent. Dans le cas contraire, il sera moins réfringent. Alors, lorsque plus la lumière se propage lentement dans un milieu, plus l'indice de réfraction de ce milieu est grand. Et plus, si la lumière se propage lentement, ça veut dire qu'il peut être dévié. Dans ce cas-là, n est grand, donc le milieu il est plus réfringent, la lumière se propage lentement dans ce milieu, et dans ce cas-là, il sera dévié. Moins réfringent, si je considère le milieu il est moins réfringent, ça veut dire que l'indice de réfraction de ce milieu il est petit, et la lumière se propage rapidement dans ce milieu, et il n'est pas dévié. Deuxième remarque, je considère un milieu d'indice n, on a la longueur d'onde de la radiation, de cette radiation, de ce rayon lumineux, lambda est égal par définition v fois t. V, c'est la vitesse de propagation de la radiation dans ce milieu, et t, c'est la période de la radiation. Dans l'air, comme dans le vide, la longueur d'onde de cette radiation est égale à lambda 0, qui est égal à c fois tc, c'est la vitesse de propagation de cette radiation dans le vide. La même radiation, c'est-à-dire la même période. À partir de là, si je fais le rapport de lambda sur lambda 0, ça va me donner V sur C, qui n'est autre que 1 sur n. Donc, par conséquent, lambda est égal à lambda 0 sur n. Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression-là? Ça veut dire tout simplement que la longueur d'onde d'un rayonnement lumineux dépend de quoi? Dépend de l'indice de réfraction de ce milieu. C'est un petit peu ce qu'on a dit ici, en fonction du milieu, de l'indice du milieu. Donc la longueur d'onde d'un rayonnement lumineux dépend de l'indice de réfraction du milieu dans lequel il se propage. Ensuite, après l'indice absolu,
vous avez l'indice relatif. Pour cela, soit un rayon lumineux de longueur d'onde lambda qui se propage dans deux milieux, 1 et 2, d'indices respectivement N1 et N2. Voilà, je représentais schématiquement. Là, c'est la source lumineuse. Vous avez un rayon lumineux qui arrive sur une surface et qui traverse un milieu d'indice N1 avec une vitesse V1 et qui passe un autre milieu 2 d'indice N2 avec une vitesse V2 jusqu'à le récepteur. Alors, l'indice relatif du milieu 2 par rapport au milieu 1, ben, ce n'est autre que, on le note N2,1, c'est le rapport de N2 sur N1 en remplaçant N2 à partir de l'expression de tout à l'heure, de la définition de l'indice absolu du milieu, C sur V2, divisé par C sur V1, ben, vous aurez l'indice relatif, ce n'est autre que la vitesse V1 sur V2. Alors, je vais passer à quelques définitions qu'il faut retenir. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un milieu transparent? Un milieu est dit transparent s'il permet la propagation de la lumière sans diffusion, c'est-à-dire que la lumière se propage dans ce milieu transparent sans être diffusée. Le contraire de transparent, c'est un milieu opaque. Deuxième définition, le milieu homogène. Un milieu est dit homogène si son indice absolu, on a vu la définition de l'indice absolu, est le même en tout point de ce milieu, c'est-à-dire que l'indice absolu est constant quel que soit ou en tout point de ce milieu. Donc, on note n en fonction de la position du milieu, du point du milieu, n de m égale n constante, quel que soit m appartenant au milieu. Le contraire de homogène, c'est hétérogène. Dernière définition, milieu isotrope. Un milieu est dit isotrope si ses propriétés sont invariantes, quelle que soit la direction de la propagation des rayons lumineux dans ce milieu. Qu'est-ce que ça veut dire là aussi? Que les propriétés de ce milieu sont invariantes, sont donc constantes, quelle que soit la direction de propagation du rayon lumineux dans ce milieu. Le contraire d'isotrope, c'est anisotrope. Alors, c'est quoi le principe ou les principes de l'optique géométrique? Alors, jusque-là, donc on a vu il y a un instant de ça, que l'optique géométrique ignore, on ne tient pas compte du caractère ondulatoire de la lumière et s'appuie seulement sur la propagation rectiligne de la lumière et sur ce qu'on appelle le principe de Fermat, qui est ce principe qui est plus général que les lois de Snell et Descartes. Principe de Fermat et les lois de Snell et Descartes, on va les voir prochainement. Donc, qu'est-ce que je retiens de là? C'est que l'optique géométrique, elle considère seulement la propagation rectiligne de la lumière. Il ne tient pas compte du caractère ondulatoire de la lumière. Qu'est-ce qu'on utilise dans cette optique géométrique? Elle utilise comme outil mathématique, ben, tout simplement, on va utiliser la géométrie élémentaire et son but essentiel, ben, ce n'est autre que l'obtention d'une image à partir d'un objet. Propagation rectiligne de la lumière. Ben, c'est le premier principe de l'optique géométrique. Alors, durant tout ce cours, on ne considère que des milieux parfaitement transparents, homogènes et isotropes. Et on le note MTHI, milieu transparent, homogène et isotrope. C'est-à-dire qu'on considère que ces milieux-là, dont les propriétés optiques sont les mêmes dans toutes les directions. Le premier principe de l'optique géométrique, c'est le suivant. Dans un milieu transparent, homogène et isotrope, la lumière se propage en ligne droite.
C'est quoi un rayon lumineux? Un rayon lumineux, c'est une droite ou bien une portion de droite, un morceau de droite, suivi par la lumière, c'est-à-dire que la lumière suit cette droite ou cette portion, cette partie de droite. Qu'est-ce que c'est qu'un faisceau lumineux? Un faisceau lumineux est composé de rayons lumineux et ces rayons lumineux, ils sont émis initialement au début par une même source et qui se propagent, ces rayons lumineux se propagent indépendamment les uns des autres. Trois types de faisceaux lumineux. Il y a ce qu'on appelle le faisceau divergent, convergent ou cylindrique. Suivant que les rayons lumineux proviennent d'un même point source, dans ce cas-là, on dit que c'est les divergents, concourent en un même point, c'est-à-dire qu'ils arrivent au même point, dans ce cas-là, c'est convergent, ou sont parallèles, dans ce cas-là, c'est cylindrique. Voici la représentation enfin géométrique de ces trois types de faisceaux. Faisceaux divergents, ils arrivent d'un même point, c'est-à-dire de la même source, elles concourent vers le même point, convergent, et est parallèle, dans ce cas-là, c'est cylindrique. Alors, il faut faire la différence entre un faisceau lumineux et un pinceau lumineux. Un pinceau lumineux, c'est un faisceau lumineux de très faible dimension transversale, c'est-à-dire que l'ouverture ici, elle est très très petite, d'accord? Dimension transversale dans ce sens-là. Alors, on va passer maintenant au principe de Fermat. Notion du chemin optique. C'est quoi un chemin optique? Pour cela, on considère un milieu transparent homogène isotrope d'indice n. Donc, je considère un milieu d'indice n pour une radiation ou un rayon lumineux considéré. Deux points A et B, ce sont les extrémités d'un trajet, le trajet suivi par le rayon lumineux. Il part de A jusqu'au B. La longueur AB, c'est le chemin géométrique parcouru par la lumière. C'est le chemin parcouru par la lumière. À partir de là, on appelle chemin optique AB, noté comme ça, entre parenthèses AB, ben, ce n'est autre que la longueur AB est égale à n, l'indice du milieu, que multiplie la mesure algébrique AB. J'insiste, c'est la mesure algébrique AB. Le chemin optique AB sera positif si la lumière va de A à B. Une petite remarque, dans le milieu d'indice n, on a la longueur AB est égale à V fois T. V, c'est la vitesse de propagation du rayon lumineux dans ce milieu n, et T, c'est le temps mis pour aller de A à B. Donc, T est égal à la distance AB sur V. Ceci, c'est dans le milieu n. Si je prends le même rayon lumineux et le trajet, dans ce cas-là, le trajet parcouru dans le vide pendant le même temps, c'est-à-dire le rayon lumineux met le même temps pour parcourir dans le vide. Dans ce cas-là, par analogie, puisque c'est dans le vide, C fois T, c'est quoi? C'est la longueur AB, hein, donc est égal à C. T, c'est le même temps, donc je remplace par AB sur V, est égal à C sur V fois la distance AB est égale à l'indice fois AB. Donc le chemin optique est le chemin, à partir de là, puisque c'est le même chemin optique, donc le chemin optique est le chemin dans le vide parcouru dans le même temps t que le chemin réel.
Dans le cas de plusieurs milieux transparents, homogènes et isotropes, on considère une série de milieux transparents, homogènes et isotropes séparés par des surfaces de séparation S1, S2, Si, etc. Et on considère un rayon lumineux qui va d'un point A vers un point B en se réfractant au point I1, I2, etc. Voilà les schémas. Donc je considère A et B, point de départ, point d'arrivée. Les différentes surfaces qui séparent le milieu d'indice N1 au milieu d'indice N2, au milieu d'indice N3, etc. I1, c'est le point où le rayon va se réfracter du milieu 1 à 2, et I2, c'est la même chose, de 2 à 3, etc. Dans ce cas, le chemin optique est par définition, à partir de la définition de tout à l'heure, le chemin optique AB, ce n'est autre que N1, L1. L1, c'est quoi? C'est la distance AI1 plus N2, L2. L2, c'est I1, I2, et etc. jusqu'à NI, B. On peut encore l'écrire sous la forme de la sommation de NI, LI. Dans le cas où le milieu n'est pas homogène, dans le cas d'un milieu n'est pas homogène, dans ce cas-là, je considère un rayon lumineux avec non homogène, ça veut dire que l'indice de réfraction ce n'est pas le même en tout point du milieu. Dans ce cas-là, le chemin optique entre A et B, le long du rayon lumineux R, le long du parcours R, c'est l'intégrale, elle est donnée par l'intégrale curviligne sur cette courbe-là, de n, en fonction du point M, d de L. d de L, c'est quoi? C'est un déplacement élémentaire sur le chemin AB. D'accord? Le principe de Fermat aussi, on est toujours dans le cas. Dans ce cas-là, on considère un rayon lumineux qui se propage dans un milieu transparent homogène entre deux points A et B. Et j'ai représenté ici deux trajets, le trajet 1 et le trajet 2. Pour aller de A à B, tout simplement la lumière va suivre le chemin le plus court, qui est ici le chemin 1. Ce chemin 1 correspond au temps le plus bref possible. Donc, le rayon ou la lumière va mettre moins de temps pour aller rejoindre le B allant de A. Donc, voilà. L'énoncé du principe de Fermat, qu'est-ce qu'il dit le principe de Fermat? Le principe de Fermat dit tout simplement le trajet effectivement suivi par la lumière pour aller d'un point A à un point B, c'est quoi? C'est celui pour lequel le chemin optique AB, on dit qu'il est stationnaire, c'est-à-dire que AB est constante, ou bien la différentielle du chemin optique D de AB est égale à 0. Stationnaire, ça veut dire tout simplement minimum ou maximum. Mais retenons que dans les milieux homogènes, le rayon lumineux, c'est la trajectoire, le rayon est la trajectoire qui réalise le minimum du chemin optique. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure entre le trajet 1 et 2. En conséquence du principe de Fermat, et à partir de ce principe de Fermat, on peut établir toutes les lois fondamentales de l'optique géométrique, c'est ce qu'on va voir par la suite. D'accord? Alors, voilà pour aujourd'hui, pour cette première vidéo. J'espère que j'étais clair. Revoyez plusieurs fois la vidéo et vous aurez des explications, davantage d'explications dans les TD, etc. Alors, bon courage et à la prochaine.